tous et bienvenue dans le JDH. Une émission qui n'est pas une chorale et qui n'est pas sponsor, même si on a tous des lunettes de gamer, parce que ce sera l'un des thèmes de la semaine. Sauf moi, j'ai juste des lunettes de vieux. Des lunettes de gamer. J'ai juste des lunettes de vieux. Tu es un infiltré. Le chèque, bordel. Bon voilà, on espère que vous allez bien. Émission en direct ou pas, ce sera à vous de trouver cette semaine si c'est en direct déjà ou pas. vendu la mèche. Avec la team habituelle. Mon petit Yamatal, comment vas-tu? Ça va bien. Tu t'es remis de l'Evo? Ouais, grave. T'as fait la réalisation pendant l'Evo, c'est ça? Ouais, donc, j'ai fait le vendredi soir, 14 heures les nuits d'affilée. blanches. Wow. Big up à Giga Etienne et Rizotto Show qui ont assuré les 2 autres soirs. Et à Ken Bogart, karaté. Et à Ken Bogart qui a assuré lui. Voilà. Bon, on leur fait des gros bisous. Des gros bisous. Voilà. Krakou qui a pris le temps de venir nous voir cette semaine. Il n'avait pas de petit rendez-vous. Non, bah écoute, pas cette fois. Inofficiel. Voilà. Donc, j'attends tranquillement mes vacances. Tu vas nous parler en fin d'émission. Je vais parler de plein de choses, d'un combo clavier-souris pour les salons. Ouais. Chez Razer, et puis d'un excellent casque chez Plantronics, le Backbeat Pro. Ok, donc ce sera pour la deuxième partie d'émission, et bien sûr Pentaru, mais très élégant. C'est mon cosplay Webedia en fait. Très élégant, la petite chemise rose t'as vu ça un peu de la marque que je ne citerai pas, mais avec un crocodile. Ouais. Et ça c'est la dédicace à karaté, ça. Le petit crocodile, c'est la dédicace à karaté. Et ces petites lunettes donc de gamer, parce que Pentaru, le gamer, le French journaliste et le gamer, tu nous parleras donc le French gamer. Le French gamer, tu nous parleras tout ça en fin d'émission. On a Paul et Cardel à la réal et ça fait bien plaisir. Et mon petit Cardel, on va balancer tout de suite le jingle news. Bon alors les news de la semaine, et quelle news Pentaru, puisque tu es vraiment notre spécialiste stockage en ce moment. Ouais. Tu nous as parlé d'un SSD PCI Express. On a parlé de toutes sortes de SSD plus ou moins rapides. Tu parles du NAS, etc. Et là tu reviens à la charge avec un SSD Journal du Riche. C'est ça, Journal du Riche de 4 Tera. Ça nous manquait de 4 Tera. Pour la modique somme en fait de $1 hors taxe, bien évidemment. Donc, alors, il est en vente en France. Ouais. Sur rue du Commerce. Alors, Donnez un prix. Je suis sûr qu'il est moins cher chez Grobin, hein. Je veux pas dire, mais. Ah, mais moi j'ai pas vu s'il était chez Grobin, mais bon, en faisant les recherches pour la news après Pintaro, parce qu'il a fait la news en premier, donc du coup je l'ai pas. Mais je me suis aperçu qu'il était en vente sur rue du Commerce à 1529 € TTC. Oh, belle conversion. Raisonnable. C'est pas aussi cher que j'aurais cru, parce qu'en général, tu gagnes 100 balles ou 200 balles quand tu passes en euros. Donc c'est le Samsung 850 Evo. Voilà, pile pour l'Evo. Bah voilà, tu vois, c'était mais quel sens du timing. Quelle coordination. Voilà, donc 4 Tera, on voit que ça commence enfin à arriver, les gros SSD abordables entre guillemets. Bah oui, raisonnable. Voilà, à 4 Tera. Le 2 Tera, il est à $700, ouais. Vous foutez de ma gueule, je dirais pas qu'il est raisonnable, je dirais qu'il est pas si cher. C'est-à-dire que 4 Tera en SSD, c'est quand même un truc monstrueux. Typiquement, tu vois, le SSD PCI Express que tu avais montré était encore plus cher. Bon, il était plus rapide, mais il était plus cher. Et c'était qu'un Tera, si j'ai pas 1 Tera 2, ouais. Donc là, t'en as 4. Ouais, c'est ça. Bah là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on commence à avoir des SSD. Et du coup, en fait, plus ils sont gros, mais le prix va vite descendre. Et bientôt, qui sait, on va pouvoir remplacer nos disques durs mécaniques par des SSD, en fait. Tu t'imagines mettre ta bibliothèque Steam de 2 Tera sur un SSD? Oui. Moi, j'aimerais bien quand même. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'avec ce disque-là, t'as pas besoin d'avoir le fameux couple disque mécanique plus SSD. Par contre, c'est obligatoire aujourd'hui. Par contre, faut les sortir quand même, les 1500. Pour Pentaru, ça te fait pas peur? Bah oui, évidemment. Donc, et en dehors de ça, c'est Trunks qui dit ça. En dehors de ça, donc grosse perf. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Tout ça. Bah voilà, c'est pas un modèle pro, donc en termes de perf, c'est pas fabuleux. Ah, tu veux dire qu'en plus les perfs, elles sont même pas ouf? Bah elles sont classiques pour. Alors ça, c'est pas le bon avec un c'est pour la news d'après. En fait, non, c'est des trucs standards. Donc voilà, c'est du quoi 350, 400 mégas d'écriture, tu vois, c'est pas les 2500 que j'ai avec mon modèle PCIe. C'est un peu plus, non? C'est le modèle pro de Samsung, ils sont à peu près 500 mégas, mais pas le modèle Evo. 550 en lecture et 520 en écriture. Après, c'est les théoriques, voilà, donc forcément, en pratique, t'es plus à 300, t'es plus à 300 et à 500 mégas pour le modèle par le SATA 3 de toute façon aussi, donc d'où voilà, je dis PCI Express pour le SSD, les gens, voilà. Bon, en tout cas, voilà, si vous avez 1500 balles et que vous savez pas quoi en faire, vous avez une grosse bibliothèque Steam et vous aimez pas vous en achetez 2 et vous mettez dans un NAS, comme ça vous avez un petit NAS 4
Tera SSD, c'est pas mal aussi. On va enchaîner avec un premier dissipateur cinétique. Je ne sais même pas ce que c'est. Bah, tu connais l'énergie cinétique que tu as étudié, je pense, au lycée, non? Oui. Enfin, voilà. C'est un dissipateur cinétique. Cinétique, ouais. En fait, le principe, il est tout con. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un processeur avec un radiateur et un ventilateur sur le radiateur, eh ben, en fait, finalement, tu as le ventilateur qui est directement sur le processeur. Et donc, tu as une fine couche d'air de 1 micron entre le processeur et ce fameux ventilateur cinétique. Et donc, du coup, tout est calculé. Voilà, ça, c'est ce que vous avez de manière classique, en fait, tu vois, avec les ventilos. Et donc, en fait, une petite couche d'air, ce qui fait que vraiment, la chaleur est évacuée de base directement par le ventilateur qui est au-dessus. D'accord. Et actuellement, ça dégage, enfin, ça peut gérer des processeurs qui ont un TDP de 70 watts. Donc, c'est pas des gros processeurs. Non, hein. Parce que moi, les gros processeurs 5960X, ils dégagent 140 en TDP, si tu veux. Donc, 140 watts. Donc, c'est-à-dire que pour les petites configs, on peut s'éviter, grâce à ça, les gros ventirades de 4 kg, etc. Donc, c'est bien pour les stations de travail, trucs comme ça. Voilà, les petits PC, les micro-PC, ça peut être vraiment très, très utile. Laisse-moi résumer et schématiser. Donc, les ventilateurs aujourd'hui, c'est un ventilo et un gros radiateur en cuivre, je sais pas quoi, hyper épais et moche. Ouais. Là, tu poses le ventilateur directement sur le pros et donc tu économises ça de place dans ta tour. Exactement. Et le ventilateur est tout petit, hein. Vraiment, c'est genre 2 cm d'épaisseur, pas plus, quoi. Et est-ce que ce serait pas super intéressant cette technologie aussi pour les ordinateurs portables, les laptops? Évidemment, t'imagines. À mon avis, c'est l'idée, ouais. C'est soit pour les micro PC un peu à la Nuke, soit pour les PC portables, ou alors pour ceux qui veulent vraiment, tu vois, pas avoir un gros ventirad dans leur tour. Donc voilà, donc la techno arrive. Alors c'est pas encore commercialisé, mais c'est en chemin. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, donc le but du jeu, c'est vraiment l'optimisation de la dissipation thermique. Hein. Ok, bon, en tout cas intéressant comme technologie. On termine avec peut-être ton futur processeur, Pentaro. Non, parce que c'est fini la course à l'armement pour le boulot, donc je ne peux plus m'acheter via le boulot des gros PC d'enculés, c'est fini. D'accord. Mais bon, fini l'abus de biens sociaux. Merde. Putain, je vais finir en tôle avec tes conneries. Non, c'était pour l'expérimentation et c'était pas à moi, hein, c'était à la collectivité, je tiens à le préciser, amis policiers. Amis des impôts. Voilà. Alors du coup, c'est le 6950X, hein, donc 3 GHz d'Iker, voilà, 25 mégas de cache. On a enfin un tarif français et il est à 1876 €. Ah. Voilà. Raisonnable. Quand même. Là, tu vois, même moi. Là, j'avoue que ça commence à piquer sévère. Là, je dirais un peu cher. Un peu cher, parce que pour remettre les choses en perspective, le 5960X, par exemple, qui est ton processeur chez toi, l'ancien haut de gamme, c'était 1000 balles. Ouais, c'est ça. En fait, c'était 1000 balles sur 3-4 générations. Et là, Intel a dit bim, on sort un truc 10 cœurs 25 mégas. C'est un modèle en fait encore au-dessus en placement de gamme. C'est-à-dire qu'il y a un équivalent au 5950 qui est le 6900, c'est ça? 6900H. Oui, il y en a un qui est juste en dessous. Ouais. En fait, la nouvelle génération de Broadwell en 8 cœurs équivalente du 6950. Et ensuite, il y a encore celui-là qui est au-dessus. Ouais, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté un niveau de gamme. Ils ont rajouté un niveau de plus, en fait, c'est ça. Comme Nvidia. C'est pas l'équivalent du précédent. La 980 et la 980 Ti. Ou la Titan. Ou la Titan. Donc, en gros, c'est un peu le Titan des processeurs Intel. C'est un peu ça. Donc, si tu veux être bien, qu'on soit d'accord, si tu veux être bien, il te faut le 6950X à 1800 balles, il te faut le disque dur SSD en PCI Express à 1500 balles ou le 4 Tera. Il coûte combien celui-là? Le 4 Tera c'est pour ta BIOS, le PCI Express c'est pour l'OS. Il te faut la future GeForce 1080 Titan qui pourrait sortir, ou TI, ça coûterait combien ça? 1000 balles, hein, pour moins 1000 balles, ouais. Non, 1000 balles la TI, ouais. C'est un minimum, ouais. Il te faut 64 de RAM, bon, c'est un minimum, quoi. Ouais, DDR4, la fréquence maximale. Et une carte mère à 300 balles, et peut-être 600 balles la carte mère. T'as la vue, ce spécial 10 ans à 650 € là. Bon, il faut militaire Y de composants. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ce PC de rêve. Non, mais en vérité, ce serait vraiment ouf. C'est qu'on fasse ce PC de rêve et qu'on le fasse gagner. Par contre, ça, ce serait malade. Là, je vois les gens sur le chat là, ils sont oui. Et je pense que je vais demander à toute ma famille de s'inscrire au tournoi. Concours. Non, mais en plus, on a le Valois, donc on sait faire, hein, tu sais. Hein. Il faudrait qu'on fasse ça. Bon, en tout cas, voilà, merci de nous avoir vendu du rêve, Pentaro, avec des trucs beaucoup trop chers. Voilà, on enchaîne avec, ça va être Yamato cette fois. On commence par laquelle? Qui va nous parler. J'aimerais bien qu'on commence par la télé. Ouais. Parce que moi, je suis très télé en ce moment. J'ai envie d'acheter une nouvelle télé. On en parlera plus tard. Voilà, c'est Samsung qui s'est dit aux alentours de 2012-2013, les mecs, pourquoi est-ce qu'on fait toujours des trucs noirs avec des bords, des pieds, c'est toujours les mêmes, et il y a notre nom en
bas, et en fait c'est le même design de téléviseur qu'on a tous depuis des années avec quelques variations possibles. Du coup ils ont engagé des designers qui à mon avis ont dû leur coûter très cher. Alors ils s'appellent c'est les frères Boulorec. Il y a un Erwan dans le lot, donc je pense qu'ils sont d'origine bretonne. Mais bon, on s'en fout, c'est pas le sujet. Pour travailler sur un téléviseur, en fait, qui aura un design plutôt original. Et donc, du coup, est né le Samsung Serif, qui est un téléviseur de 40 pouces, tout ce qu'il y a de plus classique. À mon avis, c'est une dalle. On n'a pas encore les specs, mais c'est une dalle en Ultra HD. Ce sera probablement du PSA, le VA de Samsung, voilà. Okay. Donc du bon contraste, des belles couleurs, tout ça. Et ça sort en novembre. On n'a pas encore le prix non plus, mais du coup, le design, effectivement, je crois qu'on a quelques assets. Cardel, non? Ah merde. Ah mince, alors c'est mon transfert qui a dû encore. C'est le transfert de Frédéric. Quel caca. Parce que c'est intéressant. En fait, ils sont inspirés. En fait, ils l'ont appelé Serif parce qu'ils sont inspirés de la fonte sans serif, pardon, la fonte, la typo. Serif. Ouais. Comme shérif, mais voilà. sans le. Et donc en fait, bon là on le voit pas Cardel. trop, mais en fait elle est de côté en fait quand on la met de profil, on dirait un I majuscule de sens serif, la typographie de les ordinateurs. Et du coup c'est un téléviseur qui est censé en fait, on va être franc, moi j'appelle ça un téléviseur Ikea. Parce que ça s'intègre vachement bien dans un environnement très nordique, monde, très dépouillé. Maison du monde. Ouais, Maison du Monde, Ikea, même combat, voilà. Donc vous pouvez le voir effectivement, Serif, la télévision des frères Bouroulec. Serif à Luna. Oh merde. Oh, il a osé. Pardon. Oh, il a osé. Non, mais vas-y, c'était très bien. Du coup, elle se décline également en 24 pouces et en 32 pouces. Je pense qu'elle va coûter cher, mais voilà, le design est plutôt original. Et en fait, elle est faite pour. Quand elle est éteinte, on va avoir une espèce de fond d'écran en Ultra HD avec une horloge, avec son emploi du temps et tout. Et voilà, le but, c'est de l'intégrer en fait dans son environnement sans se douter que c'est un téléviseur. Ça peut être bien pour les ateliers de designers, pour les TV, pour les salons de hipsters, etc. Pour résumer, ça va coûter très cher. Ça va parce coûter que c'est un très objet cher. design. Moi, j'aime beaucoup. Personnellement, j'aime beaucoup. Mais je pense que le prix sera pas du tout raisonnable. Voilà. Bon, écoute, hein, vu qu'il y a une recherche esthétique, on leur pardonnera. C'est de l'art en fait. En tout cas, ça donne envie. Moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ça change, tu vois, ça change. Ouais, ça change. Il y a un effort. C'est clair. Par contre, la version sur pied. Il n'y a pas 65 pouces par contre. Apparemment, si ça marche bien, ils feront des diagonales plus grandes. À mon avis, ça marchera. Alors, à noter que c'est tellement large que le chat peut s'asseoir dessus. Parce que moi, mon chat, il essaie de se mettre sur ma Sony, mais il galère. Ils ont tout compris. Bon, on enchaîne, mon petit Emmatel, avec GoPro, qui lui aussi teste de nouvelles choses. Alors, en fait, GoPro, depuis quelques temps, en fait, on commence à voir apparaître plein d'action cam VR 360. Et silence chez GoPro. Et du coup, il s'avère que jusqu'à maintenant, en fait, GoPro faisait de la VR et des vidéos en 360, mais c'était des rigs où tu mettais 4 ou 6 GoPro ensemble, et voilà, il n'y avait pas de système tout prêt. Donc apparemment, alors c'est pareil, je pense que les assets ne doivent pas être là. Ils ont dû rester dans... Exactement. Dans la clé USB. Mais il y a éventuellement, ils ont sorti une vidéo récemment de VR 360 où ils dévoilent une petite caméra qu'ils ont fixée sur une moto qui n'est pas leur solution bricolage, mais qui apparemment est un appareil tout en un. Alors en gros, on a montré la Samsung Gear 360 il y a quelques semaines. C'est le même concept. C'est l'équivalent chez GoPro. Voilà, c'est une petite caméra chez GoPro avec une lentille devant, une lentille derrière. Ça filme en 360 et tu mets ça sur ton appareil et voilà, tu fais ta course de moto GP sans alors, problème. as-tu une idée des tarifs? Parce que GoPro en général, c'est pas vraiment les tarifs de Samsung. Hein. Non, malheureusement. Donc voilà, ça c'est la... Merci Nico. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire, effectivement, se déplacer dans la vidéo, filmer en 360, Exactement. on voit ce qui se passe derrière, devant. D'ailleurs, j'ai posté les news du JDH en 360 sur YouTube. Hein. Allez voir donc ça. Donc il y a quand même un petit trait noir au milieu, c'est un peu dommage. Oui, c'est la séparation entre mais les voilà, alors... Il y a plusieurs interrogations qui subsistent. Hein. Déjà le tarif, mais à mon avis, connaissant GoPro, ils vont se permettre de se mettre un petit peu plus au-dessus du tarif des autres. Donc je pense qu'il faudrait s'attendre à quelque chose de plus cher quand même que... Ouais, mais peut-être que chez GoPro, que la caméra frisera pas au bout de 5 minutes. Parce que Samsung, on oublie, mais moi je parlais plus de solutions de Kodak notamment, qui va sortir une caméra... alors c'était 180 seulement, je crois, Kodak. C'était pas 360, mais elle était pas mal. Et je pense qu'ils vont se mettre un petit peu plus au-dessus du tarif par rapport aux autres. Donc il faudrait plus s'attendre à 500 boules qu'à 200. Pareil, on sait pas trop, la batterie, c'est un peu le point faible des GoPro. Ouais. À mon avis, ça consomme beaucoup d'énergie, hein, du coup. Hein. Ouais, voilà. Ça, donc, vraiment... en fait, voilà, ils ont juste voulu dire, voilà, on a un modèle qui arrive, vous inquiétez pas, c'est prévu, mais on n'a pas d'autres détails pour l'instant, c'est dommage.
Ok, bah écoute, merci beaucoup Yamatal, ça donne envie. On va terminer avec l'ami Krakou qui, pour une fois, va nous parler de console. Alors j'étais surpris quand j'ai vu ça dans tes je vais news. vous parler d'autre chose que des GPU déjà. C'est déjà pas mal. Autre chose qu'AMD Nvidia. Et ouais, je vais vous parler un peu de rétro gaming et de Nintendo, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Donc je vais pas vous revenir sur le succès de Pokémon Go. La rédac, c'est devenu une véritable invasion de chasseurs de Pokémon. C'est une catastrophe. Mais Nintendo qui fait parler aussi de lui parce que le constructeur s'apprête à ressortir la console NES. Je la veux. Donc la console NES. Donc là vous avez une photo et je la veux. Regardez, mes parents. Krakou, il a ramené sa vraie ont retrouvé NES. ça, la vraie NES. Et du coup, la console de elle est frappante. Dans mes vieux cartons. Oui. Est-ce qu'elle clignote ou est-ce qu'elle fonctionne nickel? Alors en fait j'ai acheté un adaptateur secteur, il faut que je la rebranche, j'ai perdu l'adaptateur et il faut que je vois si elle fonctionne encore. Et si quand tu mets tes cartouches ça clignote, tu viens me voir et je te la répare. Bah écoute, je vais voir, je ferai ça cet après-midi. Ça me fait plaisir. J'ai reçu l'adaptateur tout à l'heure. Pour le JDH. Et donc, nouvelle console NES, enfin nouvelle sur certains aspects, puisque déjà elle aura un format un peu plus réduit, ce sera une NES mini. Ouais. D'autre part, elle disposera d'une connectique un petit peu plus moderne, à savoir notamment un port HDMI et un port USB. Elle sera livrée donc avec une ou deux manettes. Est-ce que je l'ai noté? Une manette. Apparemment une, vu qu'il la vend à part. Et la deuxième, elle est vendue. Et la console sera accompagnée d'une série d'une trentaine de jeux en fait. Bon, il y a les grands classiques quoi. Et voilà, des grands classiques. Donc on va retrouver du Mario Bros, du Ninja Gaiden, du Legend of Zelda, du Metroid, du Dragon, du Double Dragon 2, etc. Donc encore une bonne occasion pour Nintendo de se faire un paquet de pognon. Ouais. Sachant qu'il y a quand même quelques petits bémols à cette ressortie. La première, c'est que les jeux seront intégrés en dur. Donc dans une mémoire interne à la console. Du coup, on n'aura pas la possibilité de connecter, notamment pour ceux qui ont des vieilles... Du coup, c'est de l'émulation. Oui, des vieilles cartouches, probablement. Il n'y aura pas moyen de connecter de vieilles cartouches dessus. Également, il n'y aura pas de connexion externe, type Internet, pour choper d'autres ROM ou d'autres jeux. Donc ce ne sera pas possible. Donc ce sera vraiment un produit standalone. Ça, c'est un peu dommage. Dans une vidéo avec un store. Le produit devrait arriver le 11 novembre, le 12 en France, d'après ce que j'ai pu lire. Et pour l'instant, on n'a pas de prix officiellement, sachant que certains s'attendent à un tarif entre 60 et 70 euros si je dis pas de bêtises. Bon bah voilà. Attendez, imaginez dans un an ils sortent la Super NES Mini. Très certainement. C'est sûr. Ils auraient tort de se priver. Sachant qu'aujourd'hui, si vous allez sur le Bon Coin, vous pouvez trouver des consoles NES originales. Alors les prix varient beaucoup en fonction des bundles de jeux et puis de la volonté des vendeurs, mais ça varie entre 50 et 150 euros, auquel il faudra nécessairement rajouter un convertisseur vidéo pour pouvoir connecter ça sur une télé moderne. Ok, écoute, on va surveiller ce que vaut le produit final, peut-être qu'on le ramènera. Juste pour finir, pour ceux qui sont un peu bricoleurs, vous achetez un Raspberry Pi à 30 euros, une imprimante 3D, vous faites la même chose avec tous les jeux de la NES. Oui, mais c'est pas pareil. Oui, c'est du piratage, Krakou. D'accord, quand t'as des cartouches chez toi, c'est pas du piratage. Il y a une zone de gris, il y a deux écoles, on va dire. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Merci beaucoup, Krakou. J'espère qu'on pourra la montrer quand on l'aura. On passe à du hardware plus classique et dont on a peu l'occasion de parler. C'est des systèmes de ventilation, dans le même esprit que ce que tu avais de ce que tu avais traité, Pentaro, tout à l'heure. On va parler de Corsair. Donc Corsair qui fait tout un tas de produits, des produits gaming, des boîtiers, des blocs d'alimentation et qui fait aussi des ventilateurs et qui vient de sortir une nouvelle série de ventilateurs, la série ML. Et sa particularité, en fait, c'est de faire reposer son système de rotation sur la force magnétique. Oh, c'est cool ça. Donc, en gros, le ventilateur lévite par la force magnétique et il évite en fait il va léviter. Si je sais, je te troll. D'accord. Donc c'est le système moyeu Bernard-Henri Lévite et les pales qui lévite en fait autour d'un bloc magnétique qui permet également d'actionner les rotors et de faire tourner ça. Ah ça c'est stylé. Ça sert à rien mais c'est stylé. Mais ça c'est alors ça sert à rien, pas tout à fait. Alors faut savoir que c'est la technologie, les applications de la force magnétique pour la ventilation, c'est pas une nouveauté. Par exemple, le Noctua utilise ce type de système. Par contre, ils viennent l'utiliser en complément d'un système mécanique de manière à stabiliser en fait la rotation des pales. Okay. Là, c'est vraiment tout le système repose entièrement sur la force magnétique et tu le disais, il y a pas trop d'avantages en fait. Alors
Corsair avance un avantage de bruit, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de pièces en frottement, moins de bruit. Il y a forcément moins de bruit. Après, il faut savoir que les ventilateurs actuels modernes chez Noctua ou chez, bon, je cite Noctua, mais il y a plein d'autres marques où ils font des ventilateurs silencieux. Ouais, ils en font des super silencieux. Ils sont relativement, voilà, ils ont atteint un niveau de silence qui est suffisant et qui va être difficile de descendre en dessous du flux d'air en fait. C'est tout simplement. Après, là où ça peut avoir un avantage, c'est sur la durée de vie, puisque comme il n'y a pas de pièces de pièces en mouvement et de frottement sur les pièces en mouvement, effectivement, on n'aura pas d'usure et potentiellement, on pourrait avoir des ventilateurs qui pourraient durer le prix, bien plus longtemps. Le prix, alors ça dépend des modèles, c'est assez cher, tout est relatif, ça reste des ventilateurs qui sont qu'on peut trouver en version 120 ou 140 mm, et donc selon les versions, selon les packages, vous avez entre 15 et 35 €. Ouais. Sachant qu'il y a des modèles, il y a des modèles de différentes tailles et vous avez des modèles avec ou sans LED. Et avec des LED de différentes couleurs. Ouais, c'est le prix d'un Be Quiet silencieux de ouf. Oui, c'est plutôt les prix de ventilateurs haut de gamme. C'est cher pour des ventilateurs, mais dans l'absolu, 20 €, c'est pas non plus... c'est pas non plus fou, quoi. Et on termine, mon cher Krakou, avec une souris. On termine avec une souris. Alors, une souris qui est particulière à plus d'un titre. C'est quoi le modèle? Pour commencer, alors la souris s'appelle The Z. The Z? C'est Zlatan, ça. Comme dans Pulp Fiction, non? The Z. Alors, je ne sais pas. C'est quelle référence à Pulp Fiction? Vas-y, ça c'est bien, ça, c'est Pulp Fiction. Hein. C'est une souris, la Z, qui permet d'éviter la crampe. Ah, la crampe. Et donc c'est une souris particulière d'abord parce qu'elle a été sa production et sa réalisation ont été financées par Kickstarter. C'est une société néo-zélandaise, SwiftPoint, qui fait ça. C'est pas son premier coup, hein. Elle a déjà financé une souris, mais cette fois pour des applications plus bureautiques. Elle avait déjà financé une souris comme ça sur Kickstarter. Et là c'est son deuxième essai et c'est un essai tout à fait concluant puisque là ce matin ils avaient financé à hauteur de $330 000 pour $140 000 demandés. Donc un Kickstarter largement rempli. Et donc elle va être particulière notamment par les différentes fonctionnalités qu'elle va proposer. Donc pour commencer, elle aura sur sa partie supérieure 4 boutons qui auront un type de fonctionnement analogique, c'est-à-dire que en fonction, vous pourrez en fonction de la pression que vous appliquez sur les boutons, vous pourrez lui donner à ce bouton plusieurs fonctions. Okay. Notamment, il donnait l'exemple dans The Witcher, par exemple, d'un coup rapide faible ou d'un coup fort, si tu appuies fort ou pas. En fonction de la pression appliquée au bouton. Très bien. Deuxième grosse fonctionnalité qui tournera cette fois autour des mouvements 3D qu'on pourra appliquer à la souris. Typiquement, on pourra la faire tourner autour d'un axe vertical. Ou alors on pourra la faire tourner, la basculer d'avant en arrière pour simuler, ma foi, différents comportements. Là encore, l'exemple que donnait SwiftPoint, c'était pour une simulation de vol. On pouvait contrôler l'assiette d'un appareil par les mouvements qu'on pouvait imprimer à la souris. Donc là, normalement, ça devrait être tout animé et l'avion devrait basculer de droite à gauche, mais visiblement, les gifs, ça ne marche pas bien. Les gifs, ça passe peut-être mal dans le trigger. Voilà. Et attends, j'ai pas donné les détails du prix. Oui. Donc, elle devrait arriver normalement fin décembre 2016, puisqu'elle a déjà été financée. Et son prix, malheureusement, je l'ai pas noté, mais de mémoire, il me semble que c'était autour des 140 ou 150 €. Donc ce sera une souris. Si tu prends les fonctionnalités, c'est une souris relativement haut de gamme. La Tillon qui on paye pour de la qualité. Voilà, et puis une souris assez unique. Et puis c'est fait par Kickstarter, donc c'est écologique, tu vois. C'est pas du tout écologique. En quoi Kickstarter n'importe quoi, cet argument. Mais bien sûr que si. Mais si c'est fait par Kickstarter, ça veut dire que c'est forcément bien. Mais c'est développement durable. C'est l'énergie de tous les gamers qui a permis ce projet. Va dire ça aux mecs qui ont financé. Ça vient de la Nouvelle-Zélande, on a travaillé les petits producteurs indés. Non, mais il y a les méchants, Electronic Arts, Activision, machin, et il y a les bons projets Kickstarter faits par la petite communauté de l'énergie positive des gens. Pour terminer, il faut savoir que sur ces caractéristiques globales, sur ces caractéristiques générales, elle recouvrira en fait la plupart des souris concurrentes du marché, c'est-à-dire un capteur optique 12 000 dpi, 11 boutons programmables, un
indicateur OLED sur le côté, un rétroéclairage RGB, enfin tout ce qu'on retrouve sur masse souris disponible aujourd'hui. Eh bien, merci mon petit Kracou. Écoute, moi, ce dont tu as parlé, c'est la NES Mini qui me fait le plus envie. J'ai quand même hâte de voir ça. Mais si on va marquer... 12 novembre apparemment, ça a été annoncé en France. Oui, 12 novembre, la NES j'ai Mini signalé tout à l'heure. Ouais. Pour le prix de 4 Amiibo. Ok, pour le prix de 4 Amiibo. Une NES Mini 4 Amiibo. On marque 3 minutes de pause, on revient pour la suite de ce JDH en direct, évidemment, dans quelques minutes. De retour, c'est sûr qu'avec un micro ça marche mieux. De retour dans le JDH, votre émission en direct ou pas. C'est le petit jeu savoir du lundi soir avec les tests et mon ami Kracou qui est un look bien équipé là, qui a un look de jeune Ibiza quoi. Mais quel est donc ce casque digne d'un David Guetta? Exactement, ce casque c'est le Plantronics Backbeat Pro. Backbeat Pro, un casque que je teste maintenant depuis 3 semaines à peu près. Ouais. Et ma foi, un casque qui est d'une grande qualité. Donc, pour vous débriefer un petit peu sur ses caractéristiques principales, on est sur un casque circumoral fermé, au design plutôt sobre. Il est disponible que dans un seul coloris, donc pas mal le noir, design, avec l'intérieur des écouteurs qui tire un peu sur le mauve. C'est assez joli. Il est livré avec comme vous pouvez le voir, avec une petite pochette que j'ai là. Okay. À l'intérieur de laquelle vous trouverez 2 câbles, un câble pour le relier en filaire à votre appareil de lecture audio et un câble micro USB pour la recharge, sachant que le câble filaire est là en option puisqu'on parle bien d'un casque sans fil. Donc dans l'absolu, il est assez lourd, il fait 350 grammes quand même, ce qui est plutôt dans la fourchette haute des casques sans fil. Par contre, je pense que Pentaro... Regardez comme t'es BG quand tu mets ça. Regarde t'es BG comme lui. Là. On est heureux, on est beau, on a le swag quoi. Et regardez Pentaro, donc je disais un casque un petit peu lourd dans l'absolu, mais par contre il est très très agréable, notamment il a un serrage, enfin moi j'aime bien les serrages assez fermes. T'aimes bien serrer toi. Il cumule, voilà. Pardon. Putain, ouais, merci. Donc chérie, si tu m'entends, ne les écoute pas. Et donc il a l'avantage de cumuler un serrage assez ferme et des mousses extrêmement confortables, extrêmement douces. Et du coup, ferme et doux à la fois. Il est très très agréable à porter sur des longues durées. Ouais. Également niveau. Oh, putain, ferme, doux. Il est ferme, il est doux, il est longue durée. Le message, c'est Kracou quoi. Voilà, quel Casanova. Je vais continuer sur ces fonctionnalités. Au niveau des écouteurs, vous avez tout ce qu'il faut, ma foi, pour gérer l'écoute de vos musiques. Vous avez sur l'écouteur droit, si je ne m'abuse, de quoi gérer l'appairage et la réception des appels, puisque vous avez bien sûr un micro intégré. Sur le côté gauche, vous pouvez gérer l'écoute, donc que ce soit avance ou retour sur une piste, que ce soit lecture ou pause. Donc ton casque c'est une télécommande quoi. Enfin c'est le casque en lui-même, c'est pas sur le fil. Non, tout est sur il n'y a pas de fil de toute façon. C'est un sans fil. Mais tu peux le brancher. Oui, tu peux le brancher en sans fil et tu as une télécommande à ce moment-là sur le fil également. Okay. Voilà, qu'est-ce qu'on retrouve aussi au niveau des fonctionnalités? Bien sûr, vous avez la réduction active de bruit. Très important. Très important. Très important. Est-ce qu'elle fonctionne bien? Alors, c'est pas la meilleure du marché, mais je vais y revenir après. Non, en fait, on va y revenir tout de suite. Oui. Vous avez en dessous un dernier bouton, donc là, c'est un bouton qui va permettre de... Merde. Il y a une icône de couper le micro voilà, dessus. En fait, ça active ou ça coupe le micro. Mute and mute. Et ça permet également d'atténuer, pardon, je cherchais le mot atténuer, merci les amis de m'avoir aidé. Donc d'atténuer la musique et d'activer le micro vers l'extérieur, ce qui va vous permettre en fait d'entendre les voix extérieures, même quand vous avez l'atténuation activée. Mais alors quel micro? Il est où le micro? C'est du sur le 4.5, on est habitué à ce qu'on ait un qui ressort. Non, il est intégré à c'est discret. Une oreillette, donc c'est très très discret. Ok, très bien. Donc vraiment des fonctionnalités tout à fait complètes.
On va passer sur des points un petit peu plus critiques. Donc, comme je vous le disais, il y a des fonctionnalités qui sont très complexes. Ce qu'on regrettera par contre, c'est de ne pas avoir de contrôle avancé sur l'appareil. Typiquement sur le Parrot que je vous avais présenté il y a quelques semaines, on avait le Zig 3, voilà, on avait la possibilité de régler tout plein on avait des différents modes de rendu, on pouvait le configurer en 5 points si on voulait, via une application smartphone. Là, on n'a pas ce type de contrôle sur celui-là. Donc l'offre logicielle est moins riche, quoi. L'offre logicielle est moins riche et même inexistante, on peut le dire. On a juste un logiciel Plantronics qui va permettre, je crois, de mettre à jour le système du casque, mais ça se limite à ça. Deuxième critique, c'est au niveau de l'atténuation du bruit. Alors clairement, ce sera pas la plus efficace du marché. Elle sera correcte, mais par contre, elle sera en dessous du Bose et en dessous de celle que proposait Parrot avec son Zig 3. Ouais, au niveau de la Sony, quoi, en fait. Alors maintenant, c'est deux critiques que je ferai qui sont largement atténuées par les qualités du casque. Déjà, la qualité sonore. Franchement, au niveau audio, c'est un super casque et il a l'avantage d'avoir très peu de distorsion entre l'activation ou la non-activation de l'atténuation du bruit. Ouais. Donc ça, c'est très très bien. L'autre gros avantage, c'est l'autonomie. Alors, autonomie en fonctionnement, elle est donnée pour 24 heures. Moi, j'arrive à le faire tenir sans problème une très grosse semaine. Ça, c'est un très gros argument. J'utilise tous les jours parce que il a aussi l'avantage, je l'avais pas signalé, de pouvoir s'appairer avec 2 appareils en même temps. Du coup, moi je l'utilise comme je travaille beaucoup sur portable. Je l'utilise à la fois sur je le connecte à la fois sur mon portable et mon téléphone et je reste connecté aux 2 appareils. À chaque Exactement, fois. c'est très pratique. C'est vachement bien. Ouais. Et je vous dis, je le fais tenir sans recharge jusqu'à une grosse semaine et au bout d'une semaine, j'ai une petite voix dans l'oreillette qui me dit attention, batterie basse, il faut le recharger. Très bien. Le troisième gros argument de ce casque, ce sera son prix. Et donc là où le QC35 se trouve de mémoire autour des 380 €, d'après ce que j'ai vu ce matin, le Parrot Zig qui est plutôt autour des 300, celui-là sera à 160 €. Non, ah, vache. Et là, ça vaut carrément le coup, quoi. Ah ouais, parce que mais t'es sérieux? Mais si. Ah oui, mais c'est un tueur de Bose et de, s'il coûte moins de la moitié qu'il a une autonomie double. En fait, j'allais te dire que ce qui est assez décevant, c'est les boutons. Ah, j'achète. Tu vois, les boutons, etc. Ça fait un peu plastique, mais à ce prix-là, c'est imbattable, quoi. Ah ouais, non, vraiment. Ça, pour le coup, je lui pardonne ces boutons un peu cheap pour ce prix-là, quoi. Bah, il est même pas si cheap que ça, tu vois. Ça va, c'est correct. C'est un peu rustre. Enfin, c'est un peu. C'est un peu rustre, mais sinon. Pour 160 € seulement. Pour 160 €, il n'y a même pas photo, quoi. Après, c'est un modèle qui est sorti depuis un moment, donc il est plus au prix public de lancement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas le successeur? Attention, est-ce qu'il n'y a pas le successeur de celui-là qui arrive dans 2 mois? Pas d'après ce que j'ai entendu pour le moment. Bah écoute, merci Krakou, ça donne très envie. Voilà. Ouais. Et ça me frappe. Tu vois, moi qui hésitais sur le QC35, qui est le haut de gamme hyper cher. Alors après, là, si tu veux miser vraiment sur l'atténuation du bruit, c'est vrai que le Parrot lui sera supérieur, le Bose lui sera supérieur aussi. Le Bose est plus léger aussi. Exactement. Est plus léger. Ok, bon, on termine avec toi, Krakou, par un combo. Voilà, alors je vous l'avais dit, on en a discuté à plusieurs reprises dans les précédents JDH. Les constructeurs de périphériques gaming pensent que leurs produits peuvent avoir une place dans nos salons, et notamment les fabricants de claviers souris. Donc c'est comme ça que Roccat, que Corsair ont commencé à lancer des gammes de produits, des combos clavier-souris dédiés au salon, et Razer a fait la même chose. Donc j'ai pu tester le Tourette que vous pouvez voir ici. Putain, merde, je pense que Tourette. Voilà, le Tourette. Je pense que en passant les assets, ce sera plus vite. Le syndrome parce que Tourette. Noir sur noir, on voit rien. C'est donc un clavier combo souris sans fil. Qui est ma foi assez 100% sans fil aujourd'hui. Qui est assez réduit au niveau de la taille. Vous voyez là, je le tiens dans la main, il se déplie. Le tapis de souris. Comme ceci. Ah, stylé. Et ça pareil donc en une planche que vous déposez comme ça et vous avez le repose-souris à droite et le clavier ici. C'est ma foi très pratique, vous avez qu'à l'allumer ici, il fonctionne en sans fil, sachant qu'il y a 2 modes de fonctionnement. Vous pouvez l'utiliser si vous avez un récepteur Bluetooth intégré à votre PC, vous pouvez l'utiliser par ce biais-là, ou alors il y a un dongle sans fil qui est fourni, sachant que le dongle sans fil, j'ai eu pas mal de problèmes de liaison avec, et notamment dès que je commençais à m'éloigner du dongle, mais quand je dis m'éloigner, c'est genre je passais de 2 à 4 mètres.
J'ai la souris qui commençait à partir en cacahuète et qui était plus trop reconnue. Par contre, je te rassure, ça le fait sur tous les claviers du genre. Ouais, par contre, en Bluetooth classique, donc relié au récepteur qui est intégré sur ma carte mère, il n'y avait aucun problème. Ça marchait très bien, une bonne réactivité. Donc on résume, c'est pour qui ça? C'est pas pour les gamers forcément. Alors voilà, c'est le produit, si bien sûr. Le produit est assez étroit en fait. C'était un peu ma peur quand j'ai commencé à l'utiliser. Je me disais mais je vais me sentir vachement à l'étroit là-dedans. C'est tout petit, on n'a pas de place. Quel vantard. Le repose-souris est assez petit. De même que les fonctionnalités que ce soit au niveau du clavier ou de la souris sont relativement basiques. On a une souris à 3500 dpi avec 5 boutons programmables. 3500 alors que celle d'avant c'était 12 000. Voilà, mais bon après c'est toujours pareil, le nombre de dpi n'est pas forcément suffisant. Ne donne pas forcément une précision du capteur. Tu m'as habitué au haut de gamme, Krakow. J'ai aucun problème. Ça c'est pour jouer dans son salon YOLO. Voilà. Alors donc ce sera clairement pas un produit qui fera de toi un PGM typiquement sur des jeux e-sport comme Clash Royale. Ouais, peut-être pas Clash Royale, mais je pensais plus Overwatch. Je pensais plus Overwatch. Par contre, dans un salon, c'est un produit, ma foi, qui s'est révélé extrêmement pratique. Je vous dis, moi, j'étais un petit peu perplexe par rapport à la petitesse de l'ensemble. Et en fait, non, c'est très pratique. Ça se pose sur les genoux, c'est très agréable à prendre en main. Attends, c'est tellement mieux que les espèces de trackpad intégrés sur les claviers multimédia de merde. Ouais. Par ailleurs, Razer a pensé à un aspect du produit qui est très important dans un salon, c'est qu'on peut le ranger. Typiquement, ça, une fois qu'on a terminé de jouer avec, on le replie, on le pose sur sa borne. Calé à côté de la télé, c'est parfaitement rangé et ça c'est plutôt une bonne idée parce que par rapport aux autres claviers de ce type qu'on trouve notamment chez Roccat ou Corsair, c'est des produits relativement volumineux, il n'y a rien qui est prévu pour le rangement et moi typiquement je déposerai en bordel de gros claviers avec leurs coussins au milieu de mon salon et me dit mais vire-moi tes merdes quoi. Donc plutôt un bon produit. Donc plutôt un bon produit, comme je vous dis, j'ai aucun problème. Après, bon, voilà, la souris est un peu basique, mais ça fait très très bien le taf. On dirait une Orochi, la souris sans fil qu'ils avaient sorti. C'est ça, elle ressemble beaucoup à celle-là. C'est un petit peu restylée avec du plastique. Elle fait nous mal, Krakow. On sait que c'est trop cher. Alors effectivement, le seul problème, c'est un problème pas tant que ça parce que le prix est à peu près en ligne avec celui de la concurrence, c'est 189 €. Sachant qu'on parle bien d'un produit sans fil qui est aussi un combo clavier et souris avec sa station de recharge. Et encore une fois, c'est un produit qui fonctionne bien. Je suis pas convaincu que les autres claviers souris concurrents fonctionnent. Je vais garder mon clavier avec trackpad nul à 30 € pour l'instant. Notamment les autres combos clavier souris qui sont proposés par Roccat ou Corsair sont des claviers filaires. Et à ce titre, moi, je suis pas convaincu le fil dans le salon, qu'un produit filaire ce soit très pratique dans un salon. Donc vraiment, je trouve que le produit est bien pensé et ma foi, si vous êtes un adepte, alors après c'est un produit de niche parce que je suis pas sûr qu'on ait 20 000 joueurs PC qui veuillent ce type de produit pour leur salon. Mais ma foi, si vous êtes intéressé, c'est un produit qui fonctionne vraiment bien. Ok, voilà, pour moins de 200 balles, j'ai envie de dire, vous avez accès à ce magnifique combo clavier souris sans fil. Voilà, pour les joueurs occasionnels devant leur télé. On enchaîne. Je voulais juste préciser une dernière chose. Oui. C'est un produit qui ne fonctionne pas qu'avec un PC. Il est aussi compatible Android. Du coup, si vous avez une Razer Forge ou si vous avez une Shield TV, il fonctionnera avec. Ça, c'est un bon avantage du produit. Bon, du coup, il est encore plus indispensable. On peut peut-être essayer sur PS4 aussi, ça pourrait être intéressant. Je sais pas si ça marcherait. Bluetooth standard. Alors c'est possible, il faudrait vérifier en expliquer. Je crois que c'est possible. Faudrait vérifier, mais tu vois, histoire d'avoir un clavier pour la navigation et tout sur PS4. Ok, Pentaro, on termine avec toi. Alors qu'avais-tu en test? Qu'avais-tu de beau? Par quoi on commence là? La 1080. On commence par 1080 ? Bah oui, quand même, parce que depuis le temps que je dis que je préfère les Founders Edition. Oui, c'est vrai. Alors voilà. Doucement avec ton problème. Pentaro a un peu changé de bord, j'ai envie de dire. Enfin, je ne sais pas si elle a changé de bord, tu veux nous le dire, mais tu as essayé donc une 1080. C'est l'Asus. Pas Founders Edition. Non, c'est l'Asus Strix OC. Voilà. C'est un beau gabarit. 30 cm. 30 cm ? Bah oui. Normal pour toi. Bah voilà, normal, hein, c'est.
Nothing but Moi, je the dis best. ça cache quelque chose. Et du coup, en fait, voilà, donc les critiques que moi je donnais en fait au custom, c'était que voilà, il y avait un petit côté kikou, que ça faisait du bruit, qu'il y avait beaucoup de ventilateurs, etc., que c'était pas forcément optimisé pour ceux qui ne se posaient pas la question de la gestion de leur flux d'air dans leur PC. Je rappelle que le bruit n'est pas augmenté par le nombre de ventilateurs. Oui. Non, je sais, mais c'est mes idées préconçues. Mais c'est pour ça que je le redis. Explique-nous. Je suis content. Pintaro est revenu dans le droit chemin. Je suis content. Voilà, donc du coup, les quelques chiffres déjà. Donc déjà 30 cm pour 869 € chez Grobil. 869 balles. Voilà, donc c'est quand même plus cher que les FE, ça, mais bon. C'est plus cher qu'une Founders Edition, mais je comprends pas parce qu'à la base, je pensais que c'était les Founders Edition qui étaient un peu plus chers. Oui, non, mais on est loin déjà. Mais là, tout a changé. Là, on est dans la version haut de gamme, tu vois. Et puis de toute façon, globalement, déjà, il y a des difficultés de stock au niveau des 1070 et 1080. Donc les prix sont de toute façon au-dessus. Les prix sont de toute façon globalement au-dessus du tarif conseillé initialement par Nvidia. Et par ailleurs, Asus, comme beaucoup d'autres constructeurs, offre des cartes de ce type qu'elle place sur un créneau plutôt premium et un placement qui fait encore augmenter le prix. Donc voilà, du coup, c'est pas très étonnant. Une carte premium pour un gamer premium. Voilà, donc, qu'en as-tu pensé ? Du coup, j'en ai pensé en fait du bien. Mais il y a un mais. Donc en fait, ça fait pas de bruit. Ça là-dessus, je m'étais trompé. Voilà, ça fait pas de bruit. Il y a les couleurs LED. Au début, je pensais que c'était kikou, mais en fait, c'est super pratique parce qu'il y a un mode chez Asus qui colorise la carte en fonction de sa température, ce qui fait que d'un seul coup d'œil, tu peux voir si elle est verte, si elle est rouge ou si elle est orange. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Après, t'as le soft. Franc, à plus de 800 balles, ça me ferait chier qu'elle s'allume en rouge dès le début. Oui, non, mais d'accord, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est toujours pratique d'un coup d'œil de le voir. Bien sûr, t'as les petits softs Asus pour le overclocker, pour gérer la fréquence, etc. De base, voilà, elle a tourné à 2 GHz sans aucun problème et tout, de manière silencieuse. C'est sa fréquence de base ? Ouais, non, c'est 1007, elle tourne à 1009, tout le temps, et moi j'ai poussé que donc à en 2 gros, gigas. Asus l'overclock déjà un petit peu. C'est ça, c'est overclocké déjà de base à 1900 de base, ça tourne. Voilà. Après, Krakow va pouvoir la torturer et la pousser dans ses retranchements. Moi, j'ai pas osé. Voilà, je suis un peu timide avec un gros truc noir de 30 cm. Vous avez une assurance chez JVC Krakow. Mais après, faut voir qu'on les overclock, mais on reste. C'est tout l'avantage du système GPU Boost développé par Nvidia, c'est-à-dire que tu peux augmenter tu peux pousser ta fréquence d'overclocking en restant dans des limites de contraintes. Il y a un cadre, des contraintes en fait qui font que tu ne risques pas en fait de cramer ta carte. Elle gardera toujours un niveau de tension ou de puissance ou elle reste en safe mode quoi qu'il se passe. De température qui resteront dans des contraintes contrôlées. Voilà, donc du coup, par contre, ce que ça m'a confirmé pour moi, moi qui ai pas mal j'ai tous mes ports PCI Express qui sont pris par des cartes. Ouais. Du coup, ça c'est pas optimisé pour moi. Pourquoi ? Parce qu'il y a une carte graphique, il y a une carte PCI Express qui bloque, qui cache les 2 premiers ventilos. C'est-à-dire que tu as une carte PCI Express, tu vois, qui se retrouve à 3 cm devant. Donc forcément pour le flux d'air, c'est pas optimisé. Donc c'est mieux dans une tour à moitié vide, on va dire. Voilà, en fait, c'est mieux dans une tour à moitié vide parce que moi, du coup, la FE me correspond plus parce que comme le blower est plus sur le bout de la carte, du coup, le blower a accès librement à tout l'air. Par contre, si t'as pas de port de carte PCI Express dedans, ce qui doit à mon avis être 99% des gamers, il y a que moi qui suis assez débile pour avoir des cartes dans tous les ports PCI Express. T'as des SSD PCI Express, forcément. Puis des cartes à double gigabit. Fais gaffe, quand même, la pose pas trop sur son connecteur comme ça. Il y a le plastique. Non, mais en fait, il était posé sur le côté, sur le petit. Et du coup, ça fait le taf. Donc si vous avez un bon flux d'air géré dans votre tour, ça fait franchement le taf, il n'y a pas de problème. Donc elle est plus rapide, elle est un peu overclockée, elle s'overclock en plus de la fréquence de base et elle est relativement silencieuse. Par contre, le souci c'est 30 cm. 30 cm, voilà. Donc ça rentre pas partout et justement, tu as eu un problème. Moi, justement, mon nouveau PC, là, j'ai un boîtier Silent Base 800 et il faut virer une cache de disque dur pour pouvoir la mettre dedans. Voilà, donc c'est le désavantage d'en avoir une très grosse. C'est pas toujours aussi bien qu'on pourrait le penser. Tiens, je te laisse toucher dans la vie de tous les jours, même si évidemment c'est bien quand même de pouvoir dire que ça fait 30 cm. Quoi. Donc convaincu du coup par les modèles custom, mais à la condition d'avoir une tour vide, entre guillemets, et un bon flux d'air géré dans son PC. Quoi. Excuse-moi, Cardet, tu dis il reste quelques minutes, c'est ça ? Ah, je crois
Je voulais juste. Alors la carte, je l'ai pas testée, mais je la testerai sur JVcom quand je rentrerai de vacances, les amis. Donc pour la fin août. Par contre, je voulais juste signaler comme ça rapidement que déjà j'ai vérifié. En principe, sur les cartes officielles Nvidia, on a 3 DisplayPort, un HDMI et un DVI. Là, l'avantage c'est qu'ils ont collé 2 HDMI. Ça, c'est et bien, c'est pratique. Pourquoi c'est pratique parce que les casques VR se connectent en HDMI et c'est toujours un peu casse-couille de pas avoir 2 ports à l'arrière pour pouvoir le brancher. Bon, après voilà, 860 balles, donc effectivement tu as la totale pour ce prix-là. Tu as la totale. Merci beaucoup Pentaru. On finit avec le dossier d'investigation. Le dossier, vous n'êtes pas sur Gameblog, mais enfin on pourrait croire quoi là. Qu'est-ce que c'est que celui d'être? Alors, tout ça nous dire Pentaru cette semaine. Voilà, donc en fait je me suis penché sur les lunettes gamer. On voit que ça pullule de plus en plus avec bien sûr Gunnar qui est la marque la plus connue des gamers, et donc j'ai voulu voir un peu, m'enseigner si c'était vraiment du bullshit ou si c'était vraiment super pratique. Il y a Yamato là qui commence déjà à partir en vrille. J'ai ma jauge de haine qui commence à monter. Voilà, et du coup je suis allé m'enseigner, donc je suis allé rencontrer un opticien et un ophtalmo. Ah bien, The French journaliste. Journaliste. Vous avez vu comme il prépare l'émission. Il a raison. Normal. C'est quand même vraiment. Et donc je vais récapituler un peu ce pourquoi le marketing vend ses lunettes. D'accord, donc déjà à la base, on nous promet des performances de gaming exceptionnelles, améliorées, improved. T'es dans la matrice, mon gars. Voilà, donc j'ai parlé un peu avec Alioun qui apportait des Gunnars. Alioun, joueur pro de Street Fighter 4. Voilà, et qui m'a dit le jeu de baston. Voilà, jeu de baston. Donc un des mecs qui sont à la frame quand ils jouent. Lui m'a dit qu'en gros, ça changeait strictement rien. Et après, donc, je suis allé voir l'opticien et l'ophtalmo, et on nous a dit, alors, les lunettes sont censées réduire vos mal de crâne, réduire la sécheresse oculaire, réduire en fait l'insomnie, etc. Donc du coup, retour de la femme aimée, voilà, c'est un peu tout ça. Problème d'érection. Alors tout ça. le truc c'est que donc l'ophtalmo m'a dit qu'en général, si des gens ont des mal au crâne ou des problèmes d'insomnie, etc., c'est qu'en général, ils ont des problèmes oculaires qu'ils n'ont pas détectés. En gros, c'est soit presbyte, soit myope, soit quelque chose. Donc déjà, la première chose, allez voir un ophtalmo, ça va peut-être régler vos problèmes de mal au crâne et compagnie. Pour compenser en fait la faiblesse que tu as sur le niveau des yeux. C'est le cerveau qui compense en fait la mauvaise vision. Donc c'est pas parce que vous voyez bien que vous n'avez pas de problème aux yeux. Il faut le savoir, c'est parce qu'en fait, c'est juste que le cerveau peut compenser. Et voilà, donc première chose. Deuxième chose à savoir, il faut éteindre vos écrans une demi-heure ou 1 heure avant d'aller se coucher. Déjà, ça aussi, ça aide beaucoup. Et en fait, la sécheresse oculaire, c'est tout simplement parce que l'œil, naturellement, quand il est devant un écran, cligne 3 fois moins des yeux. D'accord. Voilà, ça c'est physiologique, voilà. Et en général, des fois, tu as peut-être des ventilos ou une clim quand tu es au boulot, et donc forcément, ça ajoute à la sécheresse oculaire. Moi, je note quand même que sur le site de Gunnar, on te promet que quand tu portes ces lunettes, ça crée un microclimat sous les verres qui favorise l'hydratation de l'œil. Justement, en fait, c'est comme le verre Gunnar. Justement, j'y viens. Comme le verre Gunnar est très galbé, justement, comme il est très galbé, ça protège en fait de la clim ou des ventilos, tout simplement. C'est comme quand tu es au ski, que tu as des lunettes, tes paires de lunettes très très galbées, voilà, ça te protège plus du vent que si tu as une paire de lunettes. Donc la forme est pensée un peu pour ça. Voilà, donc la forme est pensée vraiment pour ça. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, microclimat, putain. Bien sûr, c'est que par exemple Gunnar fait 3 gammes. Il y a la gamme avec les verres jaunes que j'aime, mais il fait une gamme aussi avec les verres transparents et des verres solaires. Voilà. Et c'est fait pour protéger de la fameuse lumière bleue. Donc la lumière bleue, c'est la fameuse lumière qui est nocive, qui serait à l'origine de la DLMA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Là, l'ophtalmo et l'opticien m'ont dit qu'en fait, aucune épreuve, truc scientifique n'ont prouvé que ça a vraiment travaillé, que c'était la cause ou pas. Donc ils m'ont dit ça, en gros, pour l'instant, c'est pas prouvé. Donc par prévention, on se dit que de toute façon, ça peut pas faire de mal. Et du coup, il y a là les 2 marques qu'on a sur le nez. Donc il y a iBlue que porte Yamato. Je porte et Trunks. iBlue, je crois. Voilà, c'est ça, iBlue. Voilà, qui ont des filtres donc anti-lumière bleue dessus développés par Essilor. Je note que je me sens étrangement mieux là depuis le début de l'émission. Et en fait, le confort visuel que tu as, parce que du coup, on peut dire ce qu'on veut sur ces lunettes. En tout cas, ce que ça apporte, c'est qu'il y a un anti-reflet intérieur, extérieur. Donc ça apporte vraiment un vrai confort à l'usage. Je me sens confortable. Voilà, vraiment no joke. C'est vraiment très très agréable. Et les vôtres ont une légère teinte jaune, justement le fameux filtre anti-lumière bleue. On peut le voir particulièrement sur les blancs. Quand je regarde les lumières, en fait, la lumière est légèrement moins froide, en fait. Mais la différence, c'est infime. Du coup, ça bousille pas vraiment la colorimétrie. Voilà. Alors que du coup, les Gunnar, elles, ont une teinte jaune beaucoup plus prononcée. Donc ça change ce que tu vois. Voilà. Et donc ça améliore un peu le contraste. Voilà. Donc ça agit sur le contraste. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'œil humain, en fait, voit beaucoup mieux dans le jaune.
Ça aussi, c'est biologique, c'est physique. C'est-à-dire quand tu as une teinte jaune devant les yeux, tu vois mieux. D'accord. Voilà, d'où en fait l'origine du marketing en fait de Gunnar en disant tu seras meilleur parce que tu verras mieux, parce que voilà, la teinte jaune améliore la vue humaine. Et du coup, ce qu'il faut savoir également, c'est que si vous êtes intéressé par ce type de traitement sur vos verres ou d'acheter des Gunnar ou des iBlue, c'est remboursé par la sécurité sociale si vous avez une ordonnance. What the fuck? Voilà, donc tu te fais payer ça par la Sécu. Exactement, parce que si vous avez quel beau pays. Mais franchement, quel beau pays la France. Alors, merci François Hollande, merci pour Manuel. Être plus précis par la mutuelle, parce que la Sécu ça rembourse 4,50€ par verre si tu veux, donc c'est pas exact, tu vas te faire rembourser ta paire de lunettes. Mais si vous avez une bonne mutuelle, vous pouvez très bien demander, soit commander des Gunnar à votre vue et donc ça sera remboursé. Mais mes prochaines lunettes c'est des Gunnar, mais soit acheter du coup, si vous voulez pas ce fameux filtre jaune par an, vous pouvez acheter des iBlue comme vous avez et avec les corrections et vous serez aussi remboursé par la mutuelle et la sécurité. On précise parce qu'on en parlait en antenne que iBlue, la marque là qu'on a Yamato et moi, c'est une marque française apparemment. C'est une start-up rennaise. Une start-up rennaise, on va big up la Bretagne. Voilà, donc l'origine en fait, l'origine de Gunnar, c'est un ancien ingénieur de chez Oakley. En fait, qui a développé ses lunettes, voilà, pour une copine, pour le mari d'une copine qui avait justement ces problèmes d'yeux, etc., et de mal au crâne. Et voilà, et c'est un opticien qui a développé, qui a lancé la marque iBlue, voilà, avec les traitements de verre et Silor. Donc, au niveau du tarif, c'est à peu près la même chose, entre 60 et 100 euros la paire de lunettes. Raisonnable. Voilà. Pas cher. Et après, si vous montez avec des corrections, bah là, ça monte comme toute lunette avec des corrections. Oui, mais ça passe par la Sécu. Mais ça passe par la Sécu, entre 300 jusqu'à 300, 400 euros, en fait, la paire de lunettes avec des corrections. Mais non, mais la mutuelle, tu la payes, ils peuvent bien te payer des belles lunettes, tu vois. Donc, c'est juste au retour des choses. Voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes, les verres, la nature même des verres, donc Krakou se dit bah merde, moi je suis guaqué parce que j'ai pas de traitement anti-lumière bleue. C'est marrant, je ne dis pas du tout ça. Ce qu'il faut si tu te le disais, ce qu'il faut savoir, c'est que le verre, dans son état naturel, déjà filtre des UV naturellement, sans traitement particulier. Donc la lumière jaune, enfin le traitement jaune, voilà, est vraiment pour bloquer ce petit spectre de lumière bleue. Qui est soi-disant nocif. Et il faut savoir qu'il y a deux lumières bleues. Il y a la bonne lumière bleue et la mauvaise lumière bleue. Il y a la lumière bleue, le cholestérol. Le bon et le mauvais chasseur. Je mange du Danacol. Voilà. Il y a la lumière bleue qui est tout court, qui se situe, j'ai noté, entre 380 à 500 nanomètres. Et la lumière bleue turquoise qui se situe entre 465 et 495 nanomètres. Qui, elle, la bleue turquoise est utile parce qu'elle régule entre autres en fait tout ce qui est sommeil. Voilà, donc en fait, on dormira mieux en la plus production si on de la mélatonine, etc. Ça, c'est dû. Avec mon écran, mon message, en fait, il faut faire très attention aux paires de lunettes que vous achetez, parce qu'il faut pas que ça coupe tout le spectre de la lumière bleue, parce que si ça coupe le spectre de la lumière bleue turquoise, ça peut vous provoquer des insomnies. Voilà, donc il faut faire gaffe à ça. Donc faites attention. Voilà, tu m'as un peu perdu. Mais en tout cas, c'est très renseigné quoi. Ah oui, il faut. Hein, donc au final, le mot de la fin. Comment tu peux résumer ça? Est-ce que concluant, pas concluant, trop cher, pas trop cher? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un logiciel qui s'appelle Flux qu'on peut installer sur les PC. Pitié. Laisse-moi finir. Putain, c'est fou ça. Qui est soi-disant justement atténue les lumières bleues, etc. Sauf que moi, je l'ai testé pendant 3 semaines. C'est horrible parce que ça te génère un filtre jaune qui est vraiment dégueulasse. Pas Flux, c'est nul. Donc vraiment, je recommande pas d'installer Flux. C'est ce que je viens de dire parce que voilà, c'est tout jaune, c'est horrible. Du coup, comme les Gunnar. Voilà. Et en plus, si on est vraiment un psycho des lumières bleues, on n'a pas Flux sur la tablette, on n'a pas ça sur la télé, on a ça nulle part. Donc si vous êtes un psycho de la lumière bleue, achetez ces lunettes là, comme ça vous serez tranquille. Prévention, même si c'est pas prouvé scientifiquement, au moins ça fera de la prévention, vous serez tranquille. Et ensuite, pour finir, s'il faut, ces lunettes-là, elles sont utiles de toute façon, ne serait-ce que pour les anti-reflets intérieurs-extérieurs, parce que rien que ça, si t'as pas de problème de vue, de toute façon, ça va être beaucoup plus confortable devant des écrans. Ouais, tu seras moins fatigué. Donc, donc pour résumer, si vous avez des problèmes de mal au crâne ou d'insomnie, allez voir un ophtalmo, parce que même si vous voyez bien, je le répète, ça peut peut-être être un problème que le cerveau compense, donc ça va vous aider. Par exemple, Timothée, depuis qu'il porte des Gunnar, lui, il a beaucoup moins de problèmes d'insomnie. Alors, il a d'autres problèmes, hein, mais on en parlera pas ici. Après, j'en sais rien, mais voilà. Donc, ça veut dire que il y a une légère dioptrie sur les Gunnar, hein, donc il y a un léger effet zoom. Donc peut-être que ça se trouve, Timothée a peut-être presbyte et du coup ça lui corrige légèrement ça. Donc va voir un ophtalmo, Timothée, si tu m'écoutes. Mais en tout cas, voilà, c'est pas mal. Donc, bon, après il y a un look particulier pour les Gunnar, hein, ça c'est sûr. On aime me permettre de clôturer sur des conseils de bonne utilisation, les conseils de tonton Yamato. Oui, mais rapidement. Voilà. Alors, si vous n'avez pas envie de mettre ces lunettes, parce que comme moi, vous y voyez strictement aucun intérêt, mais que vous avez un minimum de considération et que vous voulez quand même vous économiser un peu la vue et pas vous tuer les yeux quand vous travaillez, quelques conseils de base quand vous utilisez un moniteur PC régulièrement. Déjà, vous allez me passer la luminosité
aux alentours de 30. Ça vous permettra d'avoir une luminosité inférieure à 200 candela. On conseille en général 150, sinon c'est trop lumineux pour les yeux, c'est pas bon. De même, on n'hésite pas à aller dans le menu et à baisser la température des couleurs aux alentours de 5500 ou en warm, c'est-à-dire chaud, parce que du coup, effectivement, on a moins de lumière bleue dans les teintes de l'écran. L'image est beaucoup moins froide et c'est beaucoup plus agréable à la vue. Et enfin, très important, toutes les demi-heures, ou alors si vous jouez à des jeux qui sont preneurs, ou toutes les heures, vous faites une pause et vous fixez au loin. Vous focussez votre vue sur des éléments de votre salon, par exemple, qui sont ailleurs. Et ça, c'est super important. La petite pause, la pause Yamato, voilà. je pense que les deux premiers conseils, tout le monde va les appliquer, mais la pause, les gamers, je sais pas. Et donc pour finir, il y a des écrans, par exemple, moi j'ai le 34 pouces incurvé de chez Asus en écran et il y a des filtres anti-lumière bleue de base. C'est-à-dire que tu as 5 niveaux de lumière de filtre lumière anti-lumière bleue dans l'écran. Donc checkez si vos écrans n'ont pas Combien écoutait ton écran déjà 1002. Raisonnable. Ouais, mais 34 pouces. Mais oui, 1002, c'est le journal du hardware. Et en plus, il fait lumière. Ça va pas m'empêcher de porter des lunettes de toute façon, mais voilà. Bon, merci beaucoup les gars, merci beaucoup Pentaru. Le French journaliste n'a pas déçu une fois de plus pour. Et sinon, c'est 20 € la paire de lunettes qui grossissent un petit peu dans les pharmacies si vous avez du mal à lire sur les écrans, c'est bien aussi. Merci Pentaru. Mais allez voir l'ophtalmo, il a raison, Pentaru. L'ophtalmo plutôt que d'acheter des deux à 20 €. Merci beaucoup Pentaru pour ce bon sujet sur les lunettes gamer, j'ai envie de dire, enfin d'informatique. Tout ça, merci les gars, merci Yamato, merci. Bonnes vacances. Merci mon petit Krakou. Voilà, deux choses à noter. Merci la régie, Paul et Cardel. Deux choses à noter, c'est que la semaine prochaine, enfin pendant 15 jours, ce seront des journaux du hard un peu spéciaux, puisqu'il y a pas mal de gens qui seront en vacances. Vous aurez un tuto, un super tuto. Je vous dis pas ce que c'est, je vais pas spoiler, mais ce sera fait par Pentaru et Yamato. Ce seront des hors-série, j'ai envie de dire, et ce sera voilà 2 lundis de suite. Voilà. Je vous remercie. On vous dit, moi je vous dis à dans 3 semaines du coup pour le tour du JDH, mais je vous laisse en bonne compagnie. Des bisous, ciao tout le monde. Salut.